le monde du soin, certaines trajectoires se démarquent, non pas par les mots, mais par les actes. Aujourd'hui, dans Nurse Talk, on vous fait découvrir le parcours exceptionnel d'une infirmière qui a transformé chaque étape de sa carrière en une vraie mission de vie. Elle a commencé dans la réanimation des grands brûlés en France, où elle a traversé plusieurs services complexes, puis a poursuivi sa route en Suisse, dans l'un des centres hospitaliers les plus renommés. Aujourd'hui, elle est de retour au Maroc, où elle occupe un poste de grande responsabilité au CHU de l'IM6P. Notre invitée aujourd'hui sur North Talk, la surveillante générale de CHUM6P, Madame Siam Dedda. Bienvenue Madame et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre invitation, je suis honorée. Avant d'entrer dans le vif de notre sujet, est-ce que vous pouvez Madame se présenter à notre public? Donc, je suis Siam Dedda, j'ai 37 ans. Je suis infirmière depuis 14 ans. Je suis maman de 3 enfants et je suis ravie d'être avec vous. Vous avez un parcours Madame impressionnant entre la Suisse, la France et aujourd'hui au Maroc. Pour vous Madame, quelles sont les clés de la réussite dans une carrière comme la vôtre? Alors, pour moi, c'est sans hésitation de se fixer des objectifs et de tout faire pour les atteindre. C'est quelque chose qui est très important dans la vie de tous les jours et dans la vie professionnelle comme personnelle. Donc, avant de commencer notre discussion, je vais vous présenter un concept qu'on utilise dans les épisodes de Nurse Talk, c'est le carnet de Darja Bdarja. C'est un carnet imaginaire pour le public, divisé en plusieurs chapitres. Dans chaque chapitre, il représente une phase importante de la carrière de notre invité. Donc, à chaque chapitre, on s'arrête, on ouvre une nouvelle page et on discute ensemble à propos de ce chapitre. Donc, vous pouvez, Madame, ouvrir la première page. Merci. Le choix de voie. Donc, après le match de bac Jenna, plusieurs choix et plusieurs voies s'ouvrent devant nous. Et à nous de choisir. Ou bien, on laisse au destin de choisir à nos places. Donc, pour vous, Madame, est-ce que vous avez toujours envisagé de devenir une infirmière après le bac, ou bien vous avez laissé au destin de choisir devant sa place? Alors, il faut savoir que j'ai toujours été attirée par le soin. Et initialement, depuis toute petite, je voulais être sage-femme. Donc, comme vous le savez, donc, je suis née en France, j'ai grandi en France. Et dans le cursus qui est proposé pour les sages-femmes en France, c'est un cursus en tronc commun avec les études de médecine. Donc, j'ai effectué 2 fois la première année de médecine. Malheureusement, je n'ai pas réussi. Donc, la première année, ça a été quelque chose de très compliqué pour moi parce que, bien évidemment, on sort du lycée, le bac avec les études supérieures, c'est quand même une étape qui est très difficile pour tous les étudiants. On était 2000 personnes, donc j'ai pas réussi la première année. Et la seconde année, j'ai malheureusement appris un diagnostic de cancer pour mon papa, juste la veille de mon examen de médecine. Et donc ça a été très compliqué pour moi de suivre le cursus de médecine. Donc je n'ai pas pu être sage-femme. Et je me suis du coup redirigée vers les études d'infirmière. Je ne le regarde pas du tout aujourd'hui. C'est une année de tronc commun plus 4 ans. Donc, Exactement. Au total, c'est 5 ans. Oui, pour être sage-femme en France, parce que depuis peu, les sages-femmes peuvent prescrire des médicaments. Donc, pour permettre cette prescription, il a été décidé de prévoir la première année de médecine pour les sages-femmes. Donc, c'est une année de médecine de tronc commun et 4 années par la suite. Oui. Donc, lors de ta première année d'études, comment vous avez vécu votre adaptation au programme des soins infirmiers? Alors déjà, il faut savoir que j'ai passé le concours d'entrée. Donc j'ai passé 5 concours d'entrée parce que j'avais un petit peu perdu confiance en moi suite aux 2 premières années de médecine que j'avais passées. Donc psychologiquement, ça a été un parcours qui a été très difficile. Donc sur les 5 concours que j'ai passés, j'en ai réussi 4, dont celui de Lyon où j'ai pu du coup faire mon cursus. J'étais tellement rassurée et heureuse de pouvoir avoir réussi ce cursus que j'étais vraiment très excitée et heureuse de pouvoir entamer ces études d'infirmière. Bon, c'est soins infirmières, option infirmière polyvalent. Voilà, alors on n'a pas d'option, en France, on n'a pas d'option en polyvalent, c'est de la polyvalence, donc c'est 3 années, donc niveau master, niveau licence, pardon, niveau licence. Et par la suite, on a 3 propositions de spécialisation en France. Donc on a les études d'infirmière puéricultrice, les études d'infirmière anesthésiste et les études d'infirmière aide au bloc opératoire. Voilà, donc pour être puéricultrice et bloc opératoire, on doit rajouter 1 année des 3 ans, donc ça fait 4 ans d'études au total. Et pour être infirmière anesthésiste, c'est 2 années supplémentaires. C'est 3 ans. Voilà, donc ça fait un bac plus 5
pour être anesthésiste en C'est France. génial. Pour madame, qu'est-ce qui t'a vraiment convaincu que tu es à ta place dans cette profession, surtout dans le milieu professionnel ou bien dans le milieu hospitalier avec les patients? Alors, c'est le fait de pouvoir justement faire un métier pour aider les autres. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. De pouvoir se sentir utile dans la société, de faire un métier proche de la personne, que ce soit au niveau personnel comme professionnel. Je trouve que c'est très satisfaisant de pouvoir se sentir utile. Oui. Donc on passe au chapitre suivant. Les études. Bon, pour les études, on sait bien que parfois, dans les études, on sait si on va s'arrêter, stopper ou bien on va continuer. Et si on a décidé de continuer, quand il faut des objectifs, des buts, pour vous, Madame Siham, lors de votre dernière année d'études, avez-vous déjà envisagé de faire par exemple un master ou bien? Alors, il faut savoir que je suis diplômée de 2012 et à l'époque, on n'avait pas forcément la possibilité de suivre nos études en tant qu'infirmière. Il faut savoir aussi que j'avais tellement hâte de pouvoir travailler que ce n'était pas forcément quelque chose sur lequel je pensais tout de suite. Mais je trouve que c'est très intéressant au jour d'aujourd'hui de pouvoir prévoir des études comme les masters ou les pratiques avancées qui sont proposées pour les infirmiers. Mais pour ma part, j'ai fait mes 3 années d'études et j'ai commencé à travailler directement par la suite. Et qu'est-ce que vous pensez pour les gens qui disent que il faut avoir de l'expérience avant de faire un master? Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce point-là. Alors, il faut savoir que les études, c'est quand même quelque chose de très important. Mais par rapport à notre métier, il faut, je pense, avoir une expérience sur le terrain. C'est quelque chose qui est extrêmement important. Les études ne peuvent pas apporter l'expérience qu'on a sur le terrain. Ouais. Donc, les études, effectivement, ça apporte une spécialisation, ça apporte un complément de connaissances qui sont vraiment pas du tout négligeables dans notre métier. Mais je pense que c'est intéressant d'avoir une expérience professionnelle sur le terrain avant de pouvoir continuer ses études. Oui, et surtout que toujours la médecine en général change Il avec y a le une temps, de évolution, temps en temps. effectivement. Donc, il faut avoir de la pratique. Tout à fait. Ouais. Et même le fait d'avoir de l'expérience professionnelle sur le terrain, ça permet aussi de visualiser peut-être un master auquel on n'aurait pas pensé initialement. Donc, c'est quelque chose quand même de très intéressant de pouvoir avoir une expérience professionnelle. Ça apporte de la maturité, ça apporte une autre vision sur la suite des études qui peuvent s'offrir à nous. Oui, c'est vrai. Donc, on passe à une autre station de votre station de Oui. réussite. La première expérience. Donc, comme vous savez tous, le métier d'infirmier est un métier qui est très riche en expérience, surtout avec nos patients. Donc, est-ce que vous vous rappelez, madame, de ta premier jour à l'hôpital, la première fois que tu as porté la blouse blanche? Alors oui, je me rappelle très bien. C'est, je pense, une étape qui est très marquante pour tous les étudiants, que ce soit infirmiers comme médecins. C'était une grande fierté de pouvoir porter la blouse blanche. Voilà, c'est la photo à la famille. On se sent vraiment déjà professionnel alors qu'on n'a pas encore du tout d'expérience. Mais c'est une énorme fierté, dans un premier temps, de pouvoir porter effectivement une blouse blanche. Ouais. Ça représente aussi le métier, donc le respect aussi de la profession. Donc c'était vraiment très satisfaisant de pouvoir porter cette blouse blanche et j'en étais très très fière. Oui. Donc, après terminer ces premiers jours de stage et ces premiers soins, est-ce que vous avez ressenti que c'est ta place, c'est-à-dire le milieu hospitalier, c'est ta place, ou bien tu as laissé autant de choisir une autre profession? Alors, moi, je me suis sentie tout de suite à l'aise dans mes stages, dans la profession. Donc, j'ai vraiment su que c'était ce que je voulais faire. Il faut savoir que donc, le premier stage que j'ai eu à faire, c'était, donc, comme je vous le disais, en médecine du travail à la SNCF. J'avais été très déçue de savoir que c'était mon premier stage parce que, comme toutes mes copines et tous les étudiants, on a hâte d'arriver en centre hospitalier pour effectuer son premier stage. Donc, c'est vrai que, bon, j'étais déçue d'un côté parce que je me disais, bon, je ne vais pas être à l'hôpital, on ne va pas me donner l'opportunité de faire des soins, chose qui n'a pas du tout été vraie, parce que lors de ce premier stage, j'ai pu avoir la possibilité justement d'effectuer énormément de prises de sang, de faire des soins comme des bilans urinaires, comme des audiogrammes, des soins que mes collègues et mes copines n'avaient pas eu l'occasion de faire étant étudiante en première année. Donc on a, bien sûr, comme vous le savez, on n'a pas forcément toujours l'opportunité de faire des soins en centre hospitalier quand on est en première année, parce que voilà, on est novice. Donc voilà, j'étais déçue de savoir que j'étais au niveau de la médecine du travail à la SNCF, mais au final, j'ai appris énormément de soins techniques suite à ce stage-là.
Pouvez-vous partager une anecdote concernant les premiers jours de stage Alors, oui, donc pendant mon premier jour de stage au centre hospitalier, donc après le stage à la SNCF, ce premier jour-là, j'arrive donc dans un centre de rééducation de chirurgie traumato et je tombe nez à nez avec un patient, donc sans sa blouse, avec une protection, remplie de sel et remplie d'urine. Avec une forte odeur, bien sûr. Et là, j'ai vraiment réalisé ce premier jour de stage en centre hospitalier que le métier d'infirmier n'était pas que faire des piqûres, faire des pansements ou ce qu'on pouvait imaginer quand on regardait des séries ou des films de professionnels de santé. Ça m'a vraiment permis de réaliser qu'effectivement, on avait tout un versant un petit peu moins glamour du métier qui s'offrait à nous. Et là, vraiment, je me suis bien rendu compte que ce qui m'attendait, c'était pas facile. C'est très intéressant. Donc, on passe aux stations suivantes. Oui. Le défi de la profession. Bon, pour les défis de la profession, il y en a plusieurs, non? Tout à fait. La majorité des personnes ou bien de la population ne savent pas les rôles ou bien tous les rôles des infirmiers. Ils savent que il y a un seul rôle. Et pour vous, quel rôle considérez-vous que joue l'infirmier dans les services hospitaliers? Alors, effectivement, c'est la chance qu'on a d'exercer cette profession, c'est qu'on a plusieurs métiers en un seul. Et ça, je trouve que c'est une richesse qui est pas donnée à tout le monde. Et on a vraiment la chance de pouvoir avoir plusieurs domaines d'action dans une seule profession. Donc, pour moi, l'infirmière, c'est le premier maillon de la chaîne. L'infirmière, c'est le protagoniste central dans la prise en charge d'un patient. C'est-à-dire qu'on est au plus près du patient, on est auprès de la famille, on est la personne qui décèle le moindre signe pour alerter le médecin. On est la personne qui suit et qui accompagne aussi les aides-soignants, les auxiliaires, etc. Donc vraiment, on est un petit peu le noyau dur de tout un écosystème autour du patient. C'est quelque chose de très intéressant, de très valorisant. On a aussi comme rôle, au-delà du soin, le rôle, bien sûr, d'accompagnement psychologique du patient, simplement avec une écoute active, avec des moments passés d'intimité avec le patient. On a des rôles de la prévention aussi, qui est extrêmement important, surtout de nos jours. Pouvoir transmettre des informations sur une pathologie, pouvoir donner des conseils de vie, pouvoir donner des conseils sur la nature de certaines choses qu'on peut faire dans la vie. Donc, c'est quelque chose de vraiment de très valorisant, de très important. Donc, effectivement, une infirmière, ce n'est pas que faire des pansements et faire des piqûres. C'est aussi énormément de critères et de compétences à avoir. Bien sûr. Donc, comme il y a des soins techniques, il y a aussi des soins relationnels. Et parfois, on peut dire que le soutien psychique peut être un effet placebo pour soulager une personne ou bien dans une situation de santé. Alors, pour moi, le soutien psychologique, l'écoute active, je le mets à 50% de la prise en charge d'un patient par rapport aux soins somatiques et aux médicaments. D'accompagner quelqu'un, de prendre un instant auprès de la personne, juste de l'écouter, pas forcément de parler, mais de montrer aux patients qu'on est là pour eux, de montrer à leur famille aussi qu'on peut les accompagner, qu'on est présent dans des moments difficiles, parce qu'il faut savoir aussi que le métier d'infirmier, c'est quelque chose c'est un métier qui est très très compliqué, dans le sens où on accompagne des personnes qui sont vulnérables, qui sont à un moment de leur vie où ils sont touchés par la maladie, ils sont dans l'incertitude, ils ne savent pas s'ils vont s'en sortir ou pas. On a aussi la responsabilité de devoir transmettre des informations auprès des familles, d'accompagner des familles dans la perte d'un proche. Donc c'est quelque chose qui est vraiment à prendre en considération dans notre profession et qui est pas tous les jours facile à vivre. Selon vous, quels sont les manques actuels dans le secteur des soins infirmières? Alors, je pense que de manière globale et générale, je pense que c'est la considération du métier qui doit évoluer dans les mentalités. C'est vrai que donc on voit même dans la vie de tous les jours, on dit, bon, une infirmière, oui, ça fait des soins, etc. Mais c'est vrai qu'il faut faire évoluer cette image de l'infirmier. Il faut valoriser le métier. Il faut qu'à travers nos pratiques, à travers ce qu'on peut faire ressentir notamment aux patients et aux familles, montrer que le métier d'infirmier, c'est un métier qui est très valorisant, qui est d'une grande aide pour la société et la population. Et il faut vraiment faire évoluer ces mentalités-là pour valoriser le métier d'infirmier. Bon, est-ce que vous avez trouvé qu'il y a une différence de cette regard de la part de la société au niveau des trois pays que vous avez
dans lesquels vous avez exercé le métier? Oui, alors c'est vrai qu'en France, par exemple, malheureusement, le métier n'est pas vraiment valorisé à sa juste valeur, justement. Je pense qu'on pourrait quand même un petit peu plus faire d'efforts sur la représentation de la profession d'infirmière. Peux vous donner l'exemple, par exemple, de quand on a vécu la pandémie du Covid-19, on a vraiment senti cet engouement de la société autour du métier d'infirmier. On a vraiment eu l'impression qu'enfin, tout le monde voyait la valeur de notre travail, la valeur de ce qu'on pouvait effectuer tous les jours. Donc cette pandémie a eu vraiment un effet de spotlight sur ce qu'on fait au quotidien. Et c'est vrai que c'est très valorisant de pouvoir voir que les gens ont enfin compris ce que c'était que notre métier. Et ben, c'est pour la Suisse, pour le Maroc. Alors, pour la Suisse, j'ai eu l'impression qu'on a été quand même un petit peu plus valorisé qu'en France, dans le sens où on a des conditions de travail qui sont quand même plus favorables. Pour exemple, quand j'étais en France, j'ai travaillé en service de cardiologie. On avait à peu près une douzaine de patients à charge pour une seule infirmière, alors qu'en Suisse, on n'en avait que 8. Donc, c'est vrai que ça nous permet d'avoir une qualité de travail qui est pas négligeable. Et c'est vrai qu'à travers cela aussi, à travers le salaire aussi, donc on a l'impression qu'en Suisse, l'infirmière est un petit peu plus valorisée qu'en France. Alors ici au Maroc, je n'ai pas eu la chance d'exercer en tant qu'infirmière en soins techniques, mais de ce que j'ai pu avoir comme expérience de la part des collègues que je côtoie tous les jours, c'est vrai qu'il y a un énorme travail à faire sur la revalorisation du rôle d'infirmière au Maroc. On va travailler sur ça. Je vois qu'à travers ce que vous faites, vous, à travers l'expérience que j'ai eue avec vos collègues de troisième année qui ont passé un stage au CHU, voilà, la qualité de formation qui est proposée, on sent qu'il y a quand même un virage qui est en train de s'effectuer au Maroc. Et je suis ravie de faire partie de cette aventure pour faire évoluer, Inch'Allah, les mœurs à ce niveau-là. Bien sûr. Donc, on passe à un autre chapitre. Oui. La relation soignant-soigné. Donc, la relation infirmier-patient. Oui. Pourquoi j'ai dit infirmier-patient? Parce qu'on sait tous que l'infirmier est le premier contact avec un patient dans toutes les structures hospitalières. Donc, pour vous, madame, est-ce que vous pouvez raconter une expérience marquante avec un patient qui t'a vraiment touché durant ta carrière? Alors, j'ai énormément d'anecdotes, bien évidemment, au cours de ma carrière, mais là, spontanément, j'ai une histoire qui me vient en tête, qui a fait évoluer aussi ma vision du soin en réanimation. Donc, quand j'étais infirmière depuis quelques années dans le centre des Grands Brûlés à Lyon, j'ai pris en charge un patient qui s'est présenté avec une brûlure de 70% de la surface corporelle. C'était un jeune homme de 25 ans qui allait passer ses examens, qui est rentré dans un camion qui transportait du kérosène. Et donc sa voiture s'est inflammée. Ce jeune homme, dans son malheur, a eu la chance d'avoir une voiture qui était sans climatisation et qui donc permettait de rouler avec les fenêtres ouvertes. Donc il a pu s'extirper du véhicule enflammé. Donc il est arrivé chez nous avec une brûlure, comme je vous disais, de 70% de la surface corporelle. J'ai pris tout de suite en charge ce patient avec bien sûr les médecins réanimateurs et j'ai été très touchée par l'histoire de ce jeune homme qui allait passer donc ses examens. On a vraiment une énorme sympathie pour sa famille qui était juste adorable. Sa maman a eu l'idée extraordinaire de mettre en place un carnet de bord auprès du personnel paramédical. Donc à chaque fois qu'on terminait notre garde, on prenait un petit temps pour écrire ce qu'on avait fait aux patients, comment s'était passée la journée, faire un petit bilan de notre passage avec lui. Et c'est vrai que j'ai toujours eu cet instant de me dire, même si mon patient n'est pas conscient, même s'il est dans le coma, même s'il est sédaté, j'ai toujours pris le plaisir d'expliquer mes soins aux patients. Je me disais qu'au fond, peut-être qu'il m'entendait ou peut-être qu'il ne m'entendait pas, mais pour ma part, j'avais toujours maintenu cette communication avec mon patient. Donc dès que j'effectuais des soins, je prévenais le patient, je parlais avec lui, je me présentais dès que j'arrivais à mon poste, à mon shift. Donc c'était quelque chose qui me tenait à cœur, sans avoir forcément la certitude de savoir si le patient m'entendait ou pas. Donc, alhamdoulilah, il s'était quand même bien amélioré, les greffes avaient bien prises et c'était arrivé au moment de mes congés annuels. Donc, je me suis absentée pendant 1 mois et dès que je suis revenue, le patient était parti. On m'avait expliqué que, alhamdoulilah, il allait beaucoup mieux et qu'il avait été transféré dans un centre de rééducation.
Quelques semaines plus tard, j'étais en train de discuter avec mes collègues et dans le couloir, j'observe un jeune homme qui me regarde vraiment de manière très insistante. Bon, j'étais un petit peu mal à l'aise, je ne savais pas ce qui se passait. Mes collègues avaient tout de suite compris, mais pas moi. Et donc, c'était ce patient-là, en fait. Et donc, il était subjugué parce que, en fait, il avait reconnu ma voix. Il n'avait jamais vu à quoi je ressemblais parce que du coup, il était dans le coma. Mais il m'a expliqué que ma voix était familière et quand il m'a dit qui il était, je lui ai dit mais oui, effectivement, je suis CM, je suis l'infirmière qui s'est occupée de vous. Et donc là, ça m'a juste confortée dans l'idée de pouvoir continuer ma manière de faire, c'est-à-dire discuter avec les patients, communiquer avec les patients, qu'ils soient dans le coma ou pas, bien sûr. Mais c'est vrai que c'était vraiment extrêmement touchant de voir la réaction de ce patient au son de ma voix et qui m'avait reconnu malgré le fait qu'il n'avait jamais vu mon visage. Oui. Et dans ce cas, on voit l'importance de la communication avec les patients, même s'il est en coma. Exactement. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a appris par la suite qu'il fallait continuer, bien sûr, à communiquer avec le patient. On n'est jamais certain de savoir si le patient nous entend ou pas, mais au moins nous, sur notre positionnement de professionnel, toujours prévenir un patient quand on fait le geste, quand on fait un soin, surtout par exemple des soins pas très agréables sur les soins de bouche, par exemple chez un patient intubé, c'est quelque chose qui n'est pas très agréable. Donc vraiment toujours accompagner le patient, le rassurer, le communiquer, le prévenir avant un soin, c'est quelque chose de très, très important. Et cette expérience m'a permis de me rendre compte que la communication était essentielle sur la prise en charge d'un patient. Et en fait, c'est pas juste les soins avec le patient, mais avec aussi la famille. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Donc, effectivement, dans cette expérience-là, j'ai eu aussi le retour du patient qui a pu lire tous nos écrits suite à sa prise en charge. Et il a eu l'impression vraiment de revivre un petit peu sa prise en charge et nous a remercié, bien sûr, chaleureusement de tout ce qu'on a pu faire pour lui. On était ravis, comme toujours, bien sûr, de voir un patient qui s'en sort. On a toujours cette satisfaction de se dire qu'on a quand même été pour quelque chose dans l'amélioration de la vie de ce patient. Oui. C'est très intéressant. Donc, on passe au chapitre suivant. Oui. C'est une page blanche. Une page vide. Donc, en fait, chacun de nous a une page qu'il souhaite la retirer de son livre de vie, un souvenir qu'il veut le supprimer de son mémoire carrément. Quelle expérience survenue dans le parcours de Siham et elles veulent la retirer et le supprimer définitivement? Alors, je pense que au jour d'aujourd'hui, je ne retirerai aucune des expériences. Je pense que toutes les expériences, qu'elles soient positives comme négatives, ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc, toutes les expériences sont bonnes à prendre, bien évidemment. Alors, il y a peut-être une période que j'ai le moins appréciée, on va dire, dans ma carrière. C'est le statut de stagiaire. Donc, je vais essayer de m'expliquer pour ne pas vous démoraliser, mais c'est vrai que c'est un statut qui a été très difficile à vivre pour moi parce que j'étais tellement excitée par le fait de pouvoir toucher de près un métier que j'affectionnais particulièrement, que j'avais des fois cet engouement un petit peu en stage de vouloir faire des choses, etc. Et on me freinait tout de suite en me disant doucement, tu n'es que stagiaire, tu n'es que stagiaire. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai entendu beaucoup. Donc ça a éveillé en moi une certaine frustration parce que je voulais faire énormément de choses et que j'avais pas peut-être la maturité de me dire qu'il faut y aller step by step, il faut pas brûler les étapes et il faut savoir se positionner en tant qu'étudiant. Il faut savoir se positionner comme quelqu'un qui est là pour apprendre. Bon, j'ai eu malheureusement certaines expériences qui n'étaient pas très, très favorables pour moi lors des stages, mais je me dis que tout ça a fait que ça a forgé mon caractère et ça a forgé la carrière que j'ai eue aujourd'hui. Il y a aussi une étape de ma carrière qui a été très difficile et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se reconnaîtront dans ce discours-là. C'est le passage d'étudiant à diplômé. Donc on a l'impression qu'une fois qu'on a le diplôme, on a toutes les skills d'une infirmière qui apparaissent d'un coup d'un seul, chose qui n'est pas vraie, surtout quand on commence dans un service très technique comme moi, au service des Grands Brûlés, où on n'a pas le temps de dire « je ne sais pas ». En fait, il faut tout savoir tout de suite. On est dans une équipe qui est très dynamique, qui est très compétente, qui a besoin justement qu'on soit prêt tout de suite. Un patient qui vient en urgence extrême, il faut qu'on soit opérationnel, qu'on soit capable de le prendre en charge. On ne peut pas ralentir, on va dire, la prise en charge du patient. Et en même temps, il faut prouver
ce qu'on est capable de faire. Et c'est quelque chose qui est très difficile quand on est jeune diplômé parce que on a encore les appréhensions de stagiaire justement. On a encore envie de montrer est-ce qu'on est sur le bon dosage, est-ce que je peux injecter alors que on est professionnel, donc on tourne à droite, à gauche, il n'y a plus personne. On ne peut compter que sur soi-même. Je dis ça aussi parce que c'est important de relever le fait qu'on a la chance de faire un métier dans lequel on est en équipe. Donc le fait aussi de pouvoir être en équipe permet justement de dépasser ses craintes, de dépasser ses peurs des débuts. On a toujours un collègue ou une collègue super sympa pour nous aider, pour nous accompagner. C'est quelque chose de très important. Mais c'est vrai que c'est une période qui a été très difficile pour moi de passer de stagiaire à professionnel dans un service très technique où on n'a pas le temps de dire je ne sais pas. Donc voilà, si je devais effacer peut-être un petit peu cette partie de ma carrière, ça serait celle-ci. Ben, en fait, c'est le même problème pour nous. Moi aussi, dans les services, je ne sais pas comment marcher doucement. Pour les soins, toujours, je suis encouragé de faire autre chose, mais je suis toujours arrêté par mes encadrants. Donc. Exactement. Oui. C'est pas évident. C'est vraiment un statut qui est vraiment pas facile. Si on fait pas assez de choses, ben, on dit de vous que vous ne prenez pas d'initiative. Si on fait trop de choses, on dit mais attends, ce petit, il a l'impression d'être déjà diplômé alors que ce n'est qu'un étudiant. Ou c'est le même cas pour moi, c'est que lors de mon stage dernier, une semaine de dépression pour moi. Pourquoi? Une semaine de dépression parce que Brit me dire les voix venaient et bon, les encadrants non, arrêtez, il faut observer maintenant et après vous pouvez le pratiquer. Et bon, c'est une semaine que vraiment, c'est une dépression énorme. Oui, je peux comprendre. Parce que vous avez envie de faire des actes et en faisant des actes, vous avez l'impression aussi de toucher un petit peu plus vers votre métier, etc. C'est tout à fait normal. Mais je pense qu'il faut prendre le temps d'écouter vos encadrants, de bien observer un geste avant de le faire. Donc là, maintenant, après 14 ans d'expérience, je peux me rendre compte qu'effectivement, il ne fallait pas aller trop vite parce qu'il y a aussi une responsabilité. Quand on encadre, moi maintenant qui ai encadré énormément de stagiaires, c'est une énorme responsabilité. C'est-à-dire que quand on laisse un étudiant faire un geste, c'est signé sous notre nom. Il y a des risques que le geste ne soit pas bien fait. On ne connaît pas par avance la réaction du patient. On ne sait pas si même le patient voudrait qu'un étudiant fasse un geste ou pas. Donc c'est toute une organisation autour de l'accompagnement d'un étudiant sur des gestes techniques qui n'est pas évidente. Et c'est énormément de pression et de responsabilité. Mais je vous conseille de bien sûr vous encadrant et de toute façon, Inch'Allah, vous ferez tous les gestes qu'il faut. En fait, un grand remerciement à tous les encadrants. Donc, on passe à un autre chapitre. Oui. Leçons apprises. Donc, notre métier de soins infirmiers nous apporte plusieurs leçons dans la vie personnelle et surtout dans la vie professionnelle. Oui. Donc, pour vous, madame, quelles sont les valeurs que votre métier vous a apportées dans la vie professionnelle et personnelle? Alors, c'est un métier qui, dans toute sa complexité, nous apporte énormément. Déjà, avec le recul, je pense que ça ne fait que concerter le fait que nous sommes que de passage sur cette terre. Oui. Ça, même religieusement parlant, on se rend compte qu'effectivement, la vie ne tient à rien. Et on peut le voir sur des personnes, sur des patients qu'on a accompagnés qui vivaient leur vie de manière complètement naturelle et normale comme nous tous. Et d'un jour à l'autre, ils tombent dans une maladie ou dans un accident comme les grands brûlés, justement. D'ailleurs, c'est une particularité que j'ai vécue dans le centre des grands brûlés. Après, il y a aussi toutes les compétences qu'on développe grâce à ce métier, c'est-à-dire l'organisation, la priorisation aussi des tâches, même dans la vie de tous les jours. Moi, je suis maman de 3 enfants. Le fait d'être infirmière, je pense que ça m'a permis aussi de développer des compétences d'organisation, de priorisation des tâches. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose quand même de très avantageux dans la vie personnelle. Après, on a aussi des compétences ou on va dire comment dirais-je, des sentiments qu'on peut développer comme l'empathie, apporter son aide à quelqu'un, ressentir le mal-être de quelqu'un, accompagner une personne. C'est très satisfaisant aussi de se sentir utile dans ce sens-là. Oui. Donc on passe au chapitre suivant. Moments et anecdotes. Un moment de gratitude et de confiance en soi. Un moment de gratitude et de confiance en soi.
Alors, c'est, je pense, la première fois que j'ai pris en charge un patient très grand brûlé dans une énorme chambre de réanimation avec des machines de partout qui sonnent et que je sais gérer. Je sais. Alors, il faut savoir qu'au début, quand j'ai commencé au grand brûlé, j'avais peur qu'une machine sonne. C'était mon angoisse. Je me disais, pourvu que rien ne sonne, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. C'est normal. Mais voilà, donc ça, c'est bien sûr l'incompétence, c'est les débuts, c'est voilà, la fragilité aussi, comme je vous disais tout à l'heure, du début de la vie professionnelle. Mais le jour où j'ai réussi à gérer un patient de très grand brûlé et à gérer le respirateur, la dialyse, les rampes de pousse-seringue, les scopes qui sonnaient, etc., j'ai eu un moment où je me suis arrêtée et j'ai dit waouh, ça y est, enfin, je pense que je me sens une infirmière de réanimation des grands brûlés. Et c'était aussi une satisfaction dans le sens où, comme je vous disais, pendant mon parcours de stagiaire, j'ai rencontré énormément de personnes qui ne croyaient pas en moi, énormément de personnes qui se disaient mais cette petite, elle va jamais y arriver. Et c'était aussi un sentiment de revanche, de me dire, ben voilà, à toutes ces personnes qui n'ont jamais cru en moi, maintenant, aujourd'hui, je peux dire que je suis une infirmière compétente qui prend en charge un patient qu'elle n'aurait peut-être jamais pu prendre en charge, et c'était une énorme satisfaction. C'est vraiment une très belle anecdote. Merci. Bon, donc on passe à un moment de tristesse. Alors, un moment de tristesse, moi, c'est forcément, bien sûr, je pense à la perte des patients. C'est jamais évident d'assister à la fin de la vie de quelqu'un. Ouais. Et je pense particulièrement à une histoire. Donc, il faut savoir que en tant que musulmane en France, j'avais l'opportunité d'accompagner beaucoup de Maghrébins qui ne savaient peut-être pas parler français. Donc ça aussi, c'était très gratifiant de me sentir utile auprès de personnes de ma communauté. C'était pendant le Ramadan. Et en fait, elle a préparé le ftour pour la rupture du jeûne. Et malheureusement, la cocotte lui a explosé dessus. Donc elle est arrivée très grand brûlée au niveau de la face et du tronc. Malheureusement, cette dame n'a pas survécu. C'était un moment qui était extrêmement difficile parce qu'on était en plein mois de Ramadan, parce que j'ai vu la détresse de cette dame qui se retrouvait seule, qui dépendait entièrement de sa fille. Et au moment où la patiente est décédée, la maman n'avait pas pu assister aux derniers instants de sa fille. Et j'ai eu comme un sentiment de responsabilité d'accompagner cette dame jusqu'à son dernier souffle. Je lui ai fait la shahada aussi. J'ai mis du Coran à travers mon téléphone pour l'accompagner jusqu'à la fin. Et donc, j'ai expliqué à la maman tout ce que j'avais pu faire pour accompagner sa fille jusqu'à ces derniers instants. C'était un moment rempli d'émotions, très fort pour moi. Et c'est quelque chose que je garderai à vie dans mon cœur, dans mon expérience professionnelle. C'est vraiment très difficile. Et bon, on y va à un moment de stress et où vous avez senti d'une sécrétion d'hypercortisone. Alors le stress, c'est quotidien. Hein. Il faut savoir, Oui. dans notre profession, métier. on est toujours stressé parce qu'on ne peut jamais anticiper l'aggravation d'un patient, par exemple. Mais quand vous me parlez de stress, je revis un instant extrêmement éprouvant, stressant, mais qui m'a aussi apporté encore une leçon magnifique sur le travail d'équipe qu'on a l'occasion de vivre en tant qu'infirmier. Donc j'étais en shift de nuit au service des grands brûlés et nous avons eu 2 arrêts cardiaques en même temps. Donc, il faut savoir qu'on était 4 infirmières pour 15 box de patients de grands brûlés et un médecin anesthésiste la nuit. Donc, 4 infirmières, un médecin anesthésiste, 15 patients, 2 arrêts cardiaques. L'équation est déjà stressante. Donc, et on s'est organisé de telle sorte à ce qu'on a réussi, alhamdoulilah, à sauver les 2 patients. Mais c'était un travail d'équipe extraordinaire, extrêmement stressant, mais extrêmement enrichissant et très valorisant, encore une fois. Parce qu'on s'est organisé de telle sorte à ce qu'on a pu, alhamdoulilah, sauver les 2 patients et c'est très satisfaisant. Oh, bon. Et donc, passons à l'autre chapitre. Oui. Vision d'avenir. Donc, quelles sont les choses que vous aimeriez changer dans le secteur des soins infirmiers et dans les secteurs de santé en général, ou bien d'adopter d'autres pays comme la France ou bien la Suisse au Maroc?
Oui, alors je pense que le début déjà de la profession, c'est la formation. Donc il faut vraiment investir sur une formation de qualité. Je pense que c'est le point de départ d'un bon professionnel de santé. Donc investir sur la formation, encore une fois, je vous félicite pour le travail que vous faites, qui est Merci. extraordinaire. Merci. On sent qu'il y a quand même une dynamique qui est en train de naître, notamment avec ce que fait l'UM6P à travers donc, vos stages, à travers la formation de qualité qui vous est offerte. Et ça, j'en félicite aussi Madame Jebran au passage. Mais c'est vrai que voilà, déjà commencer par une formation de qualité, je pense que c'est quelque chose d'essentiel. Homogénéiser les pratiques aussi, c'est-à-dire j'ai cru comprendre qu'il y avait une grosse disparité entre les écoles privées, les écoles publiques, etc. Donc je pense que c'est important d'investir sur une formation de qualité, quel que soit le secteur d'où l'on vient. C'est le point de départ. La seconde chose, c'est aussi peut-être de donner un petit peu plus confiance aux étudiants et aux infirmiers à travers des formations, à travers effectivement des diplômes universitaires pour développer les compétences, pour développer les connaissances. Je pense que c'est quelque chose de très important dans l'avenir qui permettra aussi une plus grande confiance en l'infirmier et en le rôle propre de l'infirmier. Ça, c'est quelque chose aussi qui est extrêmement important. Et au fur et à mesure, je pense que ça va permettre d'évoluer, justement, de faire évoluer les mentalités sur le métier d'infirmière. Mais vraiment, la valorisation du métier, c'est très, très important, à travers d'abord la formation et par la suite à travers les mentalités. Bien sûr, c'est soit privé, soit public, c'est la qualité qui compte. Exactement. Après, je tiens à préciser aussi que pour ma part, on a le versant formation qui est extrêmement important, comme je vous le disais, mais on a aussi tout ce qui relève de la personnalité et de la personne propre. C'est-à-dire qu'on peut vous donner une formation de qualité, mais si on ne prend pas en main sa formation, si on ne prend pas en main l'infirmier qu'on veut devenir, et le professionnel qu'on se voit être, ça ne pourra pas marcher. Donc il faut bien sûr du sérieux. Ce n'est pas un métier qu'on choisit comme ça par hasard. C'est une vocation. Il faut être sûr de son choix. Si on sent qu'on n'est pas fait pour ce métier, bien sûr, on a énormément de possibilités pour changer de cursus. Mais vraiment, il faut absolument que les personnes qui choisissent ce métier se rendent compte que c'est une énorme responsabilité sur les épaules, qu'on a des vies entre les mains et qu'on ne choisit pas ce métier par hasard. Bien sûr. Donc, on est prêt de terminer notre épisode. Alors, quel est le message que vous voulez donner à tous les infirmiers qui nous regardent maintenant? Alors, le message, c'est bien sûr, comme je vous le disais, faire un métier par vocation, avoir le plaisir de travailler, pouvoir s'entourer des bonnes personnes, prendre sa formation en main, ne jamais abandonner. Dès qu'on a des objectifs, toujours se donner les moyens pour les atteindre, que ce soit dans notre vie professionnelle comme personnelle, et toujours aller de l'avant parce que l'impossible n'existe pas. Bien sûr, toujours il y a un espoir. Oui. Et bon, à l'habitude, on finit par une invitation Oui. de la part de notre invité à l'infirmier ou bien l'infirmière qui veut l'avoir ou bien le voir avec nous dans la prochaine épisode. Donc voilà la caméra, vous pouvez l'inviter. Alors, j'ai beaucoup parlé de la formation et je pense qu'elle se reconnaîtra à travers mon récit. J'ai eu le plaisir de rencontrer cette personne qui est l'une des personnes qui est à l'origine de mon arrivée ici au Maroc. Mon invitation va chez Madame Jebran Bedia. Et voilà, notre carnet Darja Bdarja se referme doucement aujourd'hui. Ce qu'on découvre ensemble, c'est bien plus qu'un parcours professionnel. C'est une aventure humaine, faite de choix courageux, et de défis surmontés d'une patience qui traverse les frontières. Mais croyez-moi, ce n'est que le début. D'autres histoires vous attendent, d'autres pages à tourner et d'autres voix à écouter. Alors, restez avec nous, abonnez-vous sur Nurse Talk et préparez-vous à ouvrir très bientôt un nouveau chapitre tout aussi inspirant. Et maintenant, Nurse Talk for giving nurses the mic they deserve. Merci beaucoup.